Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel je vous propose une introduction à l'enzymologie. Ce cours fait partie du module biochimie métabolique et enzymologie du semestre 4, filière sciences de la vie. Nous commencerons notre cours par définir ce qu'est une enzyme. Nous abordons par la suite les propriétés structurales et fonctionnelles de ces macromolécules, la nomenclature des enzymes et les différentes classes des réactions enzymatiques, puis nous étudions la cinétique enzymatique et les différents facteurs physico-chimiques influençant la vitesse de la réaction enzymatique. Ensuite, nous abordons les principaux processus de régulation de l'activité enzymatique pour finir avec les méthodes du dosage enzymatique. Dans notre cours, on va traiter essentiellement les enzymes michaéliennes à un substrat, bien que dans la partie processus de régulation de l'activité enzymatique, on va parler brièvement des enzymes allostériques. Comme vous le savez, les organismes vivants sont le siège d'un grand nombre de réactions biochimiques très diverses. Ces réactions ont lieu selon le besoin des cellules ou des tissus, et tout cela bien évidemment finement contrôlé. Par ailleurs, ces réactions s'effectuent dans des conditions physiologiques, conditions où normalement les réactions chimiques seraient très lentes. Alors, si ces réactions ont lieu dans le vivant, c'est parce qu'elles sont catalysées par des macromolécules biologiques qui sont les enzymes. Sans la présence des enzymes, la vie serait impossible. Les enzymes ont donc un rôle vital. Alors, prenons un exemple que vous avez déjà vu, celui de l'hydrolyse du saccharose en glucose et en fructose. Cette réaction est exergonique et donc spontanée selon la loi de la thermodynamique. Mais le saccharose n'est pas transformé en glucose et en fructose lorsque vous dissolvez un morceau de sucre dans l'eau. Donc, cette réaction est cependant si lente qu'une solution aqueuse de saccharose peut demeurer pratiquement stable pendant des années. Alors, pour accélérer cette réaction, il faudrait apporter un catalyseur soit de nature chimique, comme l'acide chlorhydrique par exemple, ou de nature enzymatique, telle que l'invertase. Alors, qu'est-ce qu'une enzyme? Une enzyme est une protéine capable de catalyser des réactions biochimiques dans les organismes vivants. Ceci dit, les enzymes sont des catalyseurs, c'est-à-dire qu'en agissant à des concentrations très faibles, elles augmentent la vitesse des réactions chimiques sans en modifier le résultat. À la fin de la réaction, la structure de l'enzyme se retrouve inchangée. Une enzyme donnée est spécifique d'une réaction, c'est-à-dire qu'elle catalyse toujours la même transformation, se produisant sur les mêmes corps chimiques initiaux. Les enzymes sont synthétisées par des êtres vivants. On dit que ce sont des biocatalyseurs. Cette synthèse est déterminée génétiquement. Sa conservation dans le génome est favorisée par le besoin qu'éprouve cet être vivant de faire cette réaction. Alors, nous avons vu que les enzymes sont des catalyseurs biologiques essentiellement de nature protéique. Alors, toutes les enzymes ont 3, parfois 4 niveaux de structure. Dans les conditions cellulaires, les enzymes ont surtout une structure spatiale tertiaire. La structure tertiaire est maintenue par différentes interactions. Alors, sur la figure, nous voyons des liaisons ioniques, des interactions hydrophobes, des ponts disulfure entre deux cystéines et des liaisons hydrogènes, ce qui confère aux protéines une grande plasticité et une grande souplesse de conformation. Certaines enzymes possèdent un niveau supérieur d'organisation constitué par l'association de monomères formant ainsi une structure quaternaire. C'est la conformation dans l'espace tertiaire et quaternaire qui est à l'origine en fait de la fonction catalytique des enzymes. Alors, en plus de la partie protéique dénommée apoenzyme, certaines enzymes, je dis bien certaines enzymes, ont besoin d'un cofacteur pour fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'un cofacteur? Un cofacteur est une molécule non protéique
quand il existe, est indispensable à l'activité enzymatique et ou à la structure de l'enzyme. L'apoenzyme seul ou le cofacteur seul n'ont pas de propriété catalytique. Il faut que les deux soient associés pour que l'enzyme fonctionne. Alors, ces cofacteurs peuvent être des ions métalliques, comme les ions de magnésium, Mg2+, ou de zinc, Zn2+. Alors, ces cofacteurs jouent un rôle dans la stabilisation de la structure de l'enzyme ou dans la fixation du substrat. Ce sont des métalloenzymes. Alors, les cofacteurs peuvent être aussi des molécules de nature organique, qu'on appelle des coenzymes. La plupart des vitamines sont des coenzymes ou des précurseurs de coenzymes. Alors, en se basant sur la nature de liaison coenzyme-enzyme, on distingue les coenzymes libres et les coenzymes liés. Alors, lorsque les coenzymes sont liés à l'enzyme par des liaisons de type électrostatique, ou plus faiblement encore, cette liaison est renouvelée à chaque réaction effectuée. Ces coenzymes sont appelés coenzymes libres parce qu'ils se dissocient de l'enzyme à chaque réaction catalysée. Dans ce cas, le coenzyme porte le nom de cosubstrat. Alors, lorsqu'au contraire, les coenzymes sont liés aux enzymes par des liaisons covalentes, ces coenzymes sont appelés coenzymes liés parce qu'ils ne se dissocient pas de l'enzyme. Dans ce cas, le coenzyme porte le nom de groupement prosthétique. On va parler maintenant des caractéristiques des enzymes. Alors, les enzymes possèdent des caractéristiques qui les rendent uniques. Ils augmentent la vitesse d'une réaction, elles abaissent l'énergie d'activation du substrat, elles agissent à très faible dose, elles se trouvent intactes à la fin de la réaction, elles ne modifient pas l'équilibre final de la réaction, elles présentent une grande spécificité vis-à-vis de la réaction catalysée et vis-à-vis du substrat. L'activité enzymatique est en fait modulable, c'est-à-dire contrôlable, et ils sont caractérisés par des variétés moléculaires appelées isoenzymes. Alors nous allons progressivement détailler ces différentes caractéristiques. Alors les enzymes agissent à très faible dose. Prenons l'exemple de la catalase, qui est une oxydoréductase héminique. Cette enzyme catalyse le peroxyde d'oxygène en eau et dioxygène. Alors ici, j'ai la structure d'une catalase en format 3D. Alors comme vous le voyez, cette enzyme est formée de 4 chaînes polypeptidiques comportant chacune une molécule d'ADN. Alors ici, notre enzyme est constituée d'un apoenzyme qui est la partie protéique et d'un coenzyme qui est l'ADN. Alors sachez qu'une molécule de catalase peut hydrolyser plus de 5 millions de molécules de peroxyde d'oxygène en eau et dioxygène, et ceci en 1 minute seulement, et dans des conditions de pH et de température physiologique. La catalase est l'une des enzymes les plus efficaces connues. On appelle ici le peroxyde d'oxygène le substrat, l'eau et le dioxygène sont les produits. Alors je vous rappelle que le substrat est la molécule qui est transformée sous l'action de l'activité de l'enzyme. Donc, toutes les molécules qui entrent dans une réaction enzymatique et sont définitivement modifiées sont appelées substrats. Le produit est une molécule qui apparaît au cours d'une réaction catalysée par une enzyme. Donc, le substrat S plus l'enzyme E donneront un produit P plus l'enzyme, en passant par un complexe enzyme-substrat. Alors, sous l'action de l'enzyme, le substrat se transforme en produit. L'enzyme est libérée intacte à la fin de la réaction. Alors, la deuxième caractéristique des enzymes, c'est que les enzymes abaissent l'énergie d'activation du substrat, et cela d'une manière plus importante qu'un catalyseur chimique. Alors, je vous rappelle que l'énergie d'activation ou l'énergie libre d'activation est l'énergie qui doit être absorbée par les réactifs pour que leur liaison soit brisée. Autrement dit, c'est la quantité d'énergie à fournir pour initier une réaction chimique. Les réactifs doivent donc atteindre un état de transition instable dans lequel les liaisons sont plus fragiles et plus faciles à briser. La réaction peut donc se faire à partir de cet état de transition.
Une manière relativement simple pour modifier cette barrière est l'usage de catalyseurs. Alors une autre caractéristique des enzymes, c'est qu'elles présentent une double spécificité. Une spécificité vis-à-vis du substrat et une spécificité vis-à-vis de la réaction catalysée. On parle de la spécificité de substrat parce que l'enzyme n'agit que sur un substrat pour une classe de substrat. Cette spécificité peut être large ou étroite. Donc, on verra ça par la suite. On parle aussi d'une spécificité d'action. Alors, l'enzyme, dans ce cas, ne catalyse pour un substrat donné qu'un seul type de réaction. Alors, cette spécificité du substrat peut être une spécificité large. Dans ce cas, l'enzyme peut agir avec un grand nombre de composés possédant un seul caractère structural commun. Citons comme exemple l'exokinase, enzyme qui catalyse la phosphorylation d'exose, comme le D-glucose, le D-mannose ou le D-fructose. Alors, comme peut être une spécificité étroite, dans ce cas, l'enzyme ne lie qu'un seul substrat. Exemple de la glucose 6-phosphatase. C'est une hydrolase qui catalyse la réaction d'hydrolyse du glucose 6-phosphate en D-glucose avec libération de phosphate inorganique. Donc presque toutes les enzymes ont une stéréospécificité absolue dans les réactions qu'ils catalysent. L'enzyme, dans ce cas, différencie entre les stéréoisomères. Alors certaines enzymes peuvent distinguer entre les formes L et D ou entre les formes alpha et bêta. Exemple de la trypsine qui hydrolyse facilement les polypeptides formés de L-aminoacides, mais elle est sans action sur les polypeptides formés de D-aminoacides. Une autre caractéristique de l'activité des enzymes, c'est qu'elle est modulable. L'activité catalytique de nombreuses enzymes varie en réponse à des signaux métaboliques. Cette activité est contrôlée par des modulateurs. On distingue les activateurs qui augmentent l'activité enzymatique et les inhibiteurs qui la diminuent, ce qui permet d'ajuster la vitesse globale d'un métabolisme aux besoins cellulaires. Alors, et comme dernière caractéristique, on va parler des variétés moléculaires des enzymes, dénommées isoenzymes ou bien isozymes. Alors, les isozymes sont des enzymes qui ont la même propriété catalytique, mais ayant une structure protéique différente. Alors, ces isozymes présentent habituellement différents paramètres cinétiques et différentes propriétés de régulation, et souvent une répartition différente dans l'organisme. Alors, cela pour répondre aux besoins particuliers d'un tissu ou selon le stade de développement. Alors, comme exemple, vous avez la lactate déshydrogénase, LDH, qui catalyse la transformation réversible du pyruvate en lactate. La LDH existe en fait sous forme de plusieurs isozymes. Chaque isozyme est un tétramère constitué de l'association de sous-unités de deux types génétiquement distincts, H et M. L'association de ces sous-unités donne naissance à 5 isoenzymes. La LDH est présente dans de nombreux organes. L'isoenzyme 1, LDH1 ou H4. Alors on dit H4 parce qu'il est composé de 4 sous-unités H. Alors cet isoenzyme est présent dans le cœur, les reins et le cerveau. L'isoenzyme 2, le LDH2 ou le H3M, on le trouve dans le cœur, les reins, le cerveau et les globules rouges. L'isoenzyme 3, LDH3 ou encore H2M2 est la plus abondante dans le cerveau, les poumons et les globules blancs. L'isoenzyme 4, les LDH4-H3M, sont présents dans les poumons et les muscles squelettiques, tandis que les LDH5-M4 sont présents dans le foie et les muscles squelettiques. Nous avons vu que l'enzyme est un catalyseur biologique. Il catalyse la transformation du substrat en produit. Mais en fait, comment cette enzyme reconnaît le substrat qui lui correspond pour former le complexe enzyme-substrat nécessaire à la catalyse? Nous avons vu aussi que c'est la conformation dans l'espace tertiaire et quaternaire qui est à l'origine de la fonction catalytique des enzymes. Alors, comment expliquer la relation entre la structure et la
fonction catalytique de l'enzyme. Comme vous le voyez sur cette figure, dans la conformation tridimensionnelle de cette enzyme, on observe une poche ici où se loge le substrat. Alors cette partie est appelée site actif. En fait, le site actif est une zone privilégiée qui a la forme d'une cavité située dans la zone hydrophobe de l'enzyme. Il correspond à l'ensemble des acides aminés qui rentrent en contact avec le substrat à transformer. Il s'agit généralement d'une petite zone de l'enzyme. C'est la région de l'enzyme qui permet en fait la reconnaissance et la fixation de substrat. Elle est aussi le siège de la catalyse. Le site actif est subdivisable en deux sous-sites. Un site de fixation qui va permettre au substrat de venir se fixer sur l'enzyme par complémentarité tridimensionnelle, et un site catalytique, c'est là où va avoir lieu la réaction. Alors dans notre exemple ici, vous avez la structure cristallographique du lysozyme lié à un substrat, le peptidoglycane. Alors regardez sur cette figure, le site de fixation est coloré en bleu, le site catalytique en rouge, le substrat, c'est la petite molécule noire liée au site actif. Alors détaillons un peu plus cette reconnaissance enzyme-substrat. Donc comme on avait expliqué, le site actif est composé de deux sous-sites. Le site de fixation, c'est cette partie du site actif qui reconnaît le substrat et le maintient bien positionné grâce à des liaisons faibles qui s'établissent entre le substrat et les acides aminés de ce site. Le rôle du site de fixation est double. Il est complémentaire du substrat d'un point de vue chimique et géométrique et permet donc de stabiliser le substrat dans le site actif. Secondo, il permet de mettre face à face la partie de la molécule de substrat qui devra être transformée avec les acides aminés du site catalytique. Quant au site catalytique, en fait, cette partie correspond à un ensemble d'acides aminés qui interagiront directement avec le substrat pour faciliter sa transformation en produit. Il est composé d'acides aminés dont les chaînes latérales exposées dans le site actif sont chimiquement très réactifs. Elles comportent des électrons délocalisables qui vont attaquer des liaisons dans la molécule de substrat pour la fragiliser. Une fois ces liaisons fragilisées, le substrat pourra ensuite facilement évoluer vers la formation de produits. Alors récapitulons, lorsque le substrat est fixé au sein du site de fixation, on obtient un complexe enzyme-substrat. C'est le complexe ES. Lorsque ce complexe se forme, la catalyse aura lieu et il y aura par la suite libération des produits. L'enzyme sera de nouveau disponible pour se fixer à un nouveau substrat. Le mécanisme par lequel une enzyme fixe le substrat dans son site actif peut suivre plusieurs modèles. Le premier modèle de la reconnaissance entre une enzyme et son substrat est le modèle de Fischer ou le modèle de la clé serrure. C'est un modèle statique. Dans ce cas, l'enzyme possède une cavité dont la forme correspond exactement à celle du substrat. On peut imaginer l'image d'une clé et une serrure. Le substrat, c'est la clé et l'enzyme, c'est la serrure. Alors regardez ici la forme de la clé qui va permettre d'entrer directement dans la serrure, ce qui va permettre de former le complexe enzyme-substrat. L'enzyme ici possède une structure spatiale complémentaire à celle du substrat. Alors dans ce modèle, la formation du complexe enzyme-substrat nécessite une interaction entre un ou plusieurs groupes fonctionnels ou domaines du substrat avec des motifs de la cavité enzymatique. En fait, la rigidité de ce concept et la tolérance de certaines enzymes envers divers substrats constituent cependant une limite à ce modèle. Ainsi, diverses théories ont été proposées pour expliquer les modifications structurales du substrat et ou de l'enzyme lors de leur association. On trouve le modèle de Kashlan. Celui-ci est contraire à celui de Fischer. Il stipule que l'enzyme se déforme pour s'adapter à la forme du substrat. Il serait donc doté d'une structure flexible. C'est un modèle dynamique. Ce modèle
stipule que l'association enzyme-substrat est permise après une modification de la conformation de l'enzyme induite par l'entrée partielle du substrat pour s'adapter à la conformation de son substrat. La forme active de l'enzyme n'existerait donc qu'en présence du substrat. À la différence du modèle de Kashand, dans le modèle de Henry Ehring et Rufus Lamry, c'est le substrat qui subit le changement conformationnel pour s'adapter à l'enzyme. Et comme troisième modèle, le modèle de Strange-Jenks, l'enzyme et le substrat, lorsqu'ils ne sont pas dans le milieu, présentent chacun une conformation particulière. La présence mutuelle de ces deux molécules entraîne une déformation partagée de l'enzyme et du substrat, de manière à ce que le substrat se fixe sur les fonctions complémentaires des acides aminés de contact.